Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ce qu'on va présenter aujourd'hui, je vais parler surtout des étudiants internationaux et qui est une partie de ma recherche doctorale sur la carrière migratoire des étudiants internationaux d'origine maghrébine qui séjournent à Montréal. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment les réseaux sociaux sont des ressources mobilisables, qu'ils peuvent influencer le parcours migratoire des étudiants internationaux dès le début jusqu'à la fin des études. Et c'est vraiment là où je m'arrête, c'est la fin des études. Donc, je ne vais pas dans un terrain après la fin des études, au moment qu'ils commencent le travail. Donc, juste pour une petite mise en contexte, comme on a dit, les étudiants internationaux sont maintenant une communauté très importante dans le Canada et dans le Québec, et on recense plus de 90 000 étudiants internationaux au Québec. Et donc, face à cette dynamique-là, il y a beaucoup de recherches qui sont centrées sur l'accueil, il y en a qui sont centrées sur l'intégration et il y en a qui sont centrées sur leur rétention. Et aujourd'hui, on va voir une partie dans chacune de ces étapes-là. Après, le Montréal accueille plus de 75% des étudiants internationaux du Québec. Et donc, c'est pour ça on a concentré notre étude sur le Québec comme terrain d'étude. Pour vraiment s'inscrire dans le thème du colloque, nous allons aborder le réseau social en tant que tel et nous allons en fait l'aborder sur deux angles. Le réseau pré-migratoire, ça veut dire les personnes que l'étudiant a contactées ou qu'il connaît avant de venir à Montréal. Et le réseau post-migratoire, c'est le réseau que l'étudiant ou l'étudiante a construit une fois qu'il est ici à Montréal. Nous allons mettre le point sur la taille, la diversité, la densité, ainsi que la nature des liens, parce que chacune d'elles influence la carrière d'une manière un peu différente, et nous allons voir ça par la suite. Dans la recherche académique, les réseaux sociaux des étudiants internationaux, il a été traité selon 3 points. C'est l'intégration socio-professionnelle à travers l'isolement social et l'emploi, surtout après la fin des études. Mais il y a aussi ceux qui ont traité les réseaux sociaux à travers l'intégration universitaire pour parler de l'implication dans les associations, l'implication dans la vie universitaire et les relations entre le collègue et le directeur de recherche pour ceux qui sont dans le 2e et 3e cycle. Dernièrement, il y a des recherches qui sont intéressées aux liens qu'on peut tisser dans une colocation, dans une résidence, à travers l'intégration résidentielle. Et aujourd'hui, nous allons passer vraiment à travers tout ça, à travers la recherche que nous avons effectuée, qui est une recherche qui a été faite auprès de 15 participants d'origine algérienne, marocaine et tunisienne, qui ont tous entre 24 et 27 ans. Ils sont tous célibataires et on a juste des participants hommes, on n'a pas des femmes. Et c'est vraiment pour des questions de viabilité et des questions de recherche, parce que notre recherche était centrée sur la mobilité urbaine, qui est après tout une question de genre. Nos étudiants sont, en fait, quand ils sont venus à Montréal, ils étaient tous inscrits dans un programme de maîtrise, mais une fois qu'on les a rencontrés, on a vu que 50% d'entre eux ont changé pour un programme d'EP, qui est un programme de diplôme d'études professionnelles. Les autres, ils ont continué dans la formation de maîtrise. Et nous avons vraiment mis l'accent sur ça parce que ça a influencé tout ce qui va arriver par la suite. C'est une étude longitudinale qualitative qui a duré 12 mois, durant laquelle on a rencontré chacun de nos participants 3 fois, 1 mois après leur arrivée à Montréal, 6 mois et 12 mois. Ça veut dire qu'on a vraiment rencontré des personnes durant la première année à Montréal. Et c'est là où on a fini la recherche. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller au-delà du diplôme. En fait, la collecte de données était faite à travers des entrevues semi-dirigées, des cartes mentales, type géographique et type schéma conceptuel, qui nous a permis de suivre la construction du réseau social durant les 12 mois. Et j'aimerais juste mettre l'accent que c'est durant ces 12 mois qu'il y a eu la réforme du PEC et la COVID. Et dans les deux, on va voir comment ça a beaucoup influencé leur parcours et leur expérience migratoire. Donc, pour l'analyse de notre recherche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le concept de carrière migratoire qui nous permet de voir tout le processus migratoire et sa construction, la construction de projets migratoires, l'installation et l'adaptation dans la ville ou dans le pays d'accueil et les projets futurs après la fin des études, tout en prenant en considération les structures d'opportunités, les ressources mobilisables et les caractéristiques individuelles qui sont définies par Martinillo et Rea surtout. Pour les structures d'opportunité, c'est les politiques migratoires et tout ce qui est institutionnel, les offres d'emploi et les offres de carrière. Donc, on parle de niveau macro.
Après, il y a aussi le niveau micro, c'est les caractéristiques individuelles, et donc parler, le genre, l'origine, les capitaux économiques ou autres migratoires. Si après, ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est les ressources mobilisables qui sont définies comme les réseaux sociaux. Quelques chercheurs intègrent le capital économique dans les ressources mobilisables, mais nous, on a quand même préféré garder la définition de Martin Rio qui disent que les ressources mobilisables sont seulement les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est comme si je vais vous raconter une histoire d'un étudiant international maghrébin à Montréal, de comment il a décidé de venir à Montréal jusqu'à ce qu'il pense faire après la fin des études. Et donc, la première question que nous nous sommes posée, pourquoi il a choisi Montréal comme ville d'études? Et les motifs peuvent se résumer sous 3 points, les structures d'opportunité, les réseaux personnels prémigratoires et la formation de bourse. Les structures d'opportunité, pour faire vite, c'est les démarches d'immigration, c'est plus facile qu'en Europe, et le PEC, le programme d'expérience québécois, avant la réforme, bien évidemment, parce que certes, c'était un programme de rétention, mais c'était aussi un programme d'attraction au Québec. Les réseaux personnels prémigratoires, comment ça a pu en fait influencer leur arrivée à Montréal? On a pris un exemple qui peut résumer vraiment les différents discours de nos participants. Celui de Fadi qui dit que moi, je suis une personne anglophone et au début, il voulait aller à Toronto ou à Ottawa, mais vu que sa copine, elle était déjà installée à Montréal et ses amis étaient déjà à Montréal, ils l'ont convaincu de venir à l'ETS et c'est comme ça qu'il a décidé de venir à Montréal. Donc là, déjà, depuis le début, le choix de ville de migration, alors qu'il était au Maroc, il a déjà eu son réseau personnel ou son réseau social prémigratoire a déjà eu une influence sur le début de son parcours migratoire au Canada. Par la suite, il y a l'installation à Montréal. Donc là, l'installation et l'adaptation, généralement, sont prises en même temps, mais là, nous, on va les prendre différemment parce qu'on a eu quand même quelque chose de très intéressant à travers l'installation. Et donc, l'installation à Montréal, comment elle se fait? C'est là, on va parler d'accueil et d'hospitalité. C'est en rencontrant nos étudiants, on les a demandé comment et qu'est-ce qui vous a aidé dans votre installation à Montréal. Et ces 2 points vraiment très centraux, c'est les programmes universitaires pour aider les nouveaux arrivants, les nouveaux étudiants. Et là, on parle des bureaux d'accueil, mais surtout ceux de l'UQAM et de l'ETS qui reviennent le plus souvent pour les universités montréalaises. Après, il y a le réseau prémigratoire à Montréal. Et là, on est vraiment allé chercher une information, on a un peu creusé comment le réseau prémigratoire les a aidés à s'installer. Donc, au début de l'installation, il y a le cherchement de logement, trouver un travail, leur idée à comprendre comment ça fonctionne la ville et comment ça fonctionne la vie au Québec. Et c'est leur amis et leurs connaissances qui les ont aidés. Là, on a un peu vraiment fait une catégorisation entre amis et connaissances et on va voir pourquoi. On a pris quelques exemples, par exemple celui de Liamin Envers qui dit qu'il est venu c'est un ami qui l'a hébergé, donc il a aidé à s'installer, il est resté chez lui pendant 40 jours sans rien payer. Il a aidé à trouver un travail, il a aidé à trouver une voiture et il a même aidé en fait, dans les démarches pour faire tout ce qui peut être comme les papiers de transport, l'insertion dans la banque et tout ce qui reste, tout ce qui vient avec. Il y a aussi le cas de Ramzi. Pour lui, c'est en fait, il ne voulait pas déranger son ami, donc il est venu dans un hôtel et le temps de trouver un appartement, une colocation, mais quand son ami l'a su, il a été fâché et il lui a dit non, tu dois venir chez moi. Il est allé le chercher. Il est resté chez lui jusqu'à ce que Ramzi trouve une colocation et il commence les études. Par la suite, c'est lui-même qui doit expliquer le système académique au Canada. D'autres cas comme celui de Massinissa qui est venu à Montréal avec son ami. Son ami ne connaissait personne, mais Massinissa avait déjà 2 connaissances. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé son ami Y chez son ami X qui était déjà à Montréal et lui il est allé chez une connaissance pour qu'en fait, il ne soit pas les 2 chez une seule personne et il dérange trop. Quand on a un peu essayé de voir c'est quoi cette dynamique, on a essayé de comprendre pourquoi ils ont fait ça et qu'est-ce que vous en pensez vous, on a compris que l'invité qui est notre participant était chez un autre qui était un autre étudiant international et qu'en fait, l'autre invité qui sont les participants avec qui on a travaillé, ils veulent par la suite dans le prochain mois eux-mêmes devenir hôtes et accueillir les nouveaux étudiants qui vont venir par la suite. Et à ce moment-là, on s'est demandé, est-ce que vos hôtes étaient aussi des étudiants internationaux qui ont été accueillis? Et c'est là où on a compris qu'il y a une structure, une spirale d'accueil qui est basée sur le don de l'hospitalité. Donc, c'est l'hospitalité qui est une dette qui circule entre les étudiants internationaux, qui est dans un contexte vous voulez vraiment garder ce mot-là, qui est le Rorba, qui est un mot arabe, vraiment dialecte, qui veut dire
littéralement l'exil, mais qui a un sens beaucoup plus fort pour eux. Ça veut dire qu'ils se sentent seuls, donc ils doivent aider parce qu'ils ont été aidés, et il y a comme un don qu'ils doivent rendre eux aussi. Cette spirale de don d'hospitalité est aussi, on l'a définie comme une dynamique d'accueil non contrôlée qui échappe à tout contrôle institutionnel et qui permet le renforcement de liens et de la construction de réseaux post-migratoires qui va être très important dans ce qui va suivre. Et il va avoir un impact très important sur leur vie à Montréal et sur l'expérience urbaine. Donc, là, une fois qu'on a parlé de la construction du projet migratoire, ils sont à Montréal, on a étudié leur installation et comment les réseaux sociaux peuvent avoir une grande influence sur leur installation. Là, on va essayer de comprendre la construction de la vie quotidienne. La vie quotidienne avec sa complexité, nous, on a pris juste 3 aspects. C'est les nouvelles amitiés et les nouvelles relations, la vie académique et professionnelle, parce qu'après tout, on parle d'étudiants internationaux qui ne sont pas là normalement pour travailler, et l'expérience urbaine qui est un peu notre champ d'expertise. Donc, l'expérience urbaine et les nouvelles amitiés nous ont amenés à parler d'un sentiment de chez-soi dans la ville à travers l'appropriation et la mobilité urbaine, et nous avons aussi parlé de la vie académique et professionnelle, et c'est par là en fait qu'on va commencer. Donc, là, ça commence vraiment à devenir 2 groupes, les groupes des étudiants universitaires et le groupe des étudiants DEP. Les étudiants universitaires avaient une priorité, c'était les études. Et c'était vraiment le seul truc qui était important pour eux dans la construction de leur vie quotidienne. Pour les étudiants DEP, c'était plutôt le travail. Les études étaient juste une stratégie migratoire pour atteindre la résidence permanente rapidement. Et donc, ils devaient travailler beaucoup pour pouvoir financer leurs études qui étaient minimum 18 000 $ pour 18 mois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les universitaires ont réussi à construire un réseau social hétérogène parce qu'ils ont passé leur vie dans les universités, et donc ils étaient en contact de plusieurs personnes, hétérogènes du côté du genre et hétérogènes du côté ethnique. Et par contre, les étudiants DEP avaient des réseaux sociaux très homogènes. Des réseaux sociaux homogènes, ils sont juste entre hommes et ils sont juste entre maghrébins. À un point où, après quelques mois, après 12 mois, quand on les a rencontrés durant la COVID, c'était en fait pour les étudiants DEP, on a trouvé qu'ils étaient tous inscrits dans les mêmes formations parce qu'ils avaient la seule information qui était circulée entre eux et ils travaillaient tous, sans exception, dans la livraison, avant et durant la COVID. Surtout durant la COVID parce qu'il y a quand même cette information qui circulait. Les livreurs, c'était des travailleurs importants, donc on pouvait travailler même durant les études et dépasser les 20 heures par semaine. Donc, c'était un peu la seule information qui circulait entre eux et ils se sont retrouvés dans un isolement dans leur réseau. Par contre, pour les étudiants universitaires, c'était un peu le contraire. Le réseautage était à travers les cours. Une fois qu'il y avait la COVID, tout le monde était resté chez lui. Donc, c'était en fait une manière d'apprentissage et ils ont appris beaucoup à travers le réseau hétérogène. Et ils ont quand même décidé de s'inscrire dans des emplois qui sont en lien avec leur domaine d'études à temps partiel au lieu d'aller faire de la livraison. Il faut savoir que l'information n'a pas beaucoup circulé entre les 2 groupes parce que les universitaires étaient déjà assez occupés avec leurs études. Maintenant qu'il n'y a plus de cours, ils étaient restés juste chez eux. Les DEP restaient dans leur voiture à faire de la livraison et ils ont profité de la COVID pour faire beaucoup d'heures de travail. Ce qui nous amène en fait à la deuxième partie de la vie quotidienne, c'est la mobilité urbaine. Quand on parle de livraison, automatiquement, on va parler de mobilité, mais aussi de comment en fait ça fonctionne la vie quotidienne durant la COVID et avant la COVID. À travers leur fréquence de mobilité et de déplacement, on a construit des profils de mobilité urbaine, des types si on veut, et ça nous a permis de voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer leur mobilité dans la ville de migration. Et on va juste mettre le point sur les réseaux sociaux qui ont un grand impact sur leur mobilité et donc sur leur vie quotidienne. Et il y a vraiment 2 définitions, 2 caractéristiques des réseaux sociaux qui peuvent influencer, c'est la taille et la diversité. Comment? En fait, ce tableau, il résume les 2 situations. Et la meilleure situation pour une ville d'immigration, pour un étudiant ou pour un migrant temporaire, c'est qu'il arrive à construire un réseau hétérogène et large. Comme ça, il peut avoir beaucoup de mobilité urbaine, s'approprier plusieurs types et différents types d'espaces. Ce qui s'est passé avec nos participants, c'est que les étudiants DEP se sont retrouvés dans un seul réseau et donc ils fréquentaient les mêmes lieux et ils fréquentaient les mêmes personnes et ils se sont appropriés les mêmes espaces.
ils se sont retrouvés avec un petit capital spatial où la géographie des espaces qui sont appropriés était la même chez tous les étudiants et, et même leurs amis, parce qu'ils nous parlaient aussi de leurs amis et on voyait à un moment donné qu'ils nous parlaient d'un de nos participants sans qu'ils le sachent. Les universitaires, par contre, c'était en fait un autre registre, c'est que pour eux, il y avait beaucoup de diversité dans les lieux qu'ils visitaient. Ils étaient dans la découverte de Montréal à travers le temps et avec la découverte et en allant avec leurs amis dans plusieurs espaces, parce qu'ils n'habitaient pas tous les mêmes quartiers, ils connaissaient plusieurs espaces, ils se sont appropriés plusieurs espaces à Montréal et ils ont réussi à construire un capital spatial. Comment tout ça influence le sentiment de chez soi? On va résumer aujourd'hui juste tout ce processus et phénomène extrêmement complexe ici, mais les étudiants sédentaires, si on veut, n'ont pas réussi à construire un sentiment de chez soi. Par contre, les étudiants hypermobiles ont réussi à s'approprier plusieurs espaces et donc ayant un large capital spatial qui a permis d'avoir un rapport à l'espace et un rapport à la ville qui est traduit à travers le sentiment de chez soi. Donc là, on a vu une autre façon comment les réseaux sociaux est une ressource mobilisable qui façonne la vie quotidienne de nos étudiants internationaux qui vivent à Montréal, maghrébins surtout. Enfin, nous allons revenir sur les projets futurs. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils comptent faire après la fin des études. Et nous avons 5 profils possibles. Il y en a qui veulent rester à Montréal et il y en a qui veulent partir de Montréal pour avoir la résidence permanente et revenir vivre à Montréal définitivement. On les a appelés une mobilité pour un ancrage. Il y a ceux qui veulent quitter Montréal ou qui veulent quitter la province ou même le pays. Il y a ceux qui veulent revenir au bled, ça veut dire qu'ils veulent revenir dans le pays d'origine. Et il y en a un groupe qui sont les flottants, qui sont encore en plein processus décisionnel. Ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rester ou est-ce qu'ils vont partir? Ils laissent la décision jusqu'à la fin des études. Qu'est-ce qui influence ces décisions-là? C'est en fait les trois cadres d'analyse, les 3 échelles d'analyse, macro, micro, méso, les structures d'opportunité, les caractéristiques individuelles et les ressources mobilisables. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler juste des ressources mobilisables dans la prochaine slide. Mais c'est vraiment, ils sont en fait, les 3, c'est une relation de corrélation entre les 3. On ne peut pas détacher l'une sans l'autre. Et donc, on peut voir ça ici, par exemple. On peut résumer les ressources mobilisables et les réseaux sociaux, comment ils influencent ces décisions-là à travers la construction de relations de couple, comme c'est le cas de Massinicia, il voulait faire comme ses amis, quitter Montréal pour aller s'installer à Ottawa quelques mois, revenir à Montréal avec une résidence permanente et trouver un travail. Mais sa copine voulait qu'il reste avec elle et donc il a décidé de rester. Il y a aussi qu'ils ont construit un capital social pour l'emploi et on a bien utilisé le capital social parce que ce sont des personnes qui ont réussi, qui ne voulaient pas rester au début à Montréal parce que pour eux, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités d'emploi dans leur domaine. Et ils avaient pour but d'aller vivre à Toronto ou ailleurs. Mais une fois qu'ils ont intégré un réseau professionnel à travers les laboratoires de recherche ou à travers leurs directeurs ou à travers les différents colloques et conférences, comme c'est le cas de Ramzi, il a décidé en fait de rester ici parce qu'il a vu qu'il peut avoir les ressources et les informations nécessaires pour accéder à un travail qui va lui permettre de lancer sa carrière. Le cas des nouvelles relations et amitiés, c'est vraiment le cas contraire. Par exemple, comme Moussa, qui n'a pas réussi à construire de nouvelles amitiés, donc il a décidé de quitter Montréal. Il dit qu'après 12 mois, il faut dire que c'est la COVID qui a accentué sa situation d'isolement, il a décidé de quitter Montréal pour aller vivre en France et rejoindre ses amis parce qu'il n'en pouvait plus de la solitude ici à Montréal. Ça, c'est un peu en fait un petit résumé de comment les ressources mobilisables ou les réseaux sociaux peuvent influencer la carrière migratoire et les projets futurs. Pour résumer, pour conclure, j'aimerais juste dire que, comme on vient de voir, c'est les ressources mobilisables ou les réseaux sociaux. Oui, ils influencent la construction du projet migratoire, l'installation de la vie quotidienne et les projets futurs, mais c'est tout en corrélation avec les opportunités, les structures d'opportunités, les caractéristiques individuelles et pour vraiment pouvoir construire une carrière migratoire. Et donc, je vous remercie. Je ne suis pas allé dans les détails des choses, mais parce que c'est vraiment une énorme recherche. Et là, j'ai juste tiré tout ce qui est réseaux sociaux pour le colloque d'aujourd'hui. Je vous remercie.